Émile Autet est producteur et transformateur de thé. Il cultive aujourd'hui 5 hectares de jardin de thé dans le Finistère. Dans cet épisode, il explique les différentes facettes de son métier. Plantation et entretien et de la dégustation de cette boisson ancestrale. Salut Émile. Bonjour. Comment tu vas ? Fort bien, il fait beau, on a eu de la pluie, les pousses reviennent, on est bien. On est pas mal. C'est la première fois que j'enregistre dehors, moi c'est une première, mais c'est vrai que là on est bien. Est-ce que tu peux commencer par expliquer qui tu es et où on est aujourd'hui ? Donc je suis Émile Autet, je suis producteur et transformateur de thé en France, particulièrement en Bretagne. Ici, on est au moulin de Kérouzéré, près de Sibiril, entre Sibiril et Plougoulm, dans le pays léonard, qui est plus habitué aux choux-fleurs et aux artichauts. Mais ici, on produit bien du thé. On est dans une vallée botanique de 10 hectares qui a été créée par mon ami Michel Thévaux, qui est le créateur de cette vallée, le restaurateur du moulin qui date du XVe siècle. Et qui a été un des premiers à mettre en place des champs expérimentaux de thé que l'on récolte là actuellement avec une équipe de l'ESAD de Saint-Paul-de-Léon. Et donc les premiers théiers français étaient bretons ? Ah oui. Ouais. Les premiers théiers français étaient bretons. On était 3 à démarrer en même temps. Moi, j'avais commencé dans le Perche. En région centre et ça n'a pas fonctionné comme je l'aurais espéré, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis pleinement installé en Bretagne. On a aujourd'hui 5 hectares de jardin de thé en Finistère. Je pense que la plupart des gens vont se dire des théiers en Bretagne, comment c'est possible ? Comment on produit du thé en Bretagne ? On a souvent une image de ce produit qui est tronquée par ce que nous a vendu le marketing dans des pays exotiques. Le théier, c'est un camélia sinensis, qui est le cousin du camélia japonica, le fleuri qu'on a tous dans nos jardins. Donc les conditions de culture sont à peu près les mêmes que pour un camélia. On a besoin d'un sol acide, drainé, d'un climat régulier. Le théier vient de la région endémique. Sa région endémique, c'est le Yunnan, qui est une région qui est grande comme la France, à 4 km² près. C'est une région de Chine ? Une région de Chine, ouais. Pardon, effectivement, qui est assez montagneuse et qu'on appelle la région du printemps éternel. On l'appelle ainsi parce que on a une belle brume chaque matin qui englobe la montagne et un beau soleil l'après-midi. Et c'est clairement ce qu'on a ici. Souvent, il fait un petit peu frais le matin, un petit peu nuageux. On peut avoir une petite brume. Il pleut une fois de temps en temps en Bretagne. Et un beau soleil l'après-midi. Et c'est pour ça que les théiers s'épanouissent très bien ici. En Finistère Sud, on rencontre d'autres problématiques. Il y a un petit peu moins de pluviométrie. C'est un peu plus séchant, donc ça nécessite plus de travail d'arrosage et d'irrigation. Ici, on n'a pas d'irrigation parce qu'il pleut de temps en temps. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? Ça va être quoi les étapes entre la plantation et la récolte ? Alors, on plante de jeunes arbres qui ont entre 12 et 18 mois, qui ont été élevés en pépinière et déjà taillés pour leur donner plus de force au niveau du collet. Et on va récolter dès la première année en N+1. Donc, dès la première année, nous, on vient sélectionner chacun des bourgeons que l'on va récolter. Cette récolte est surtout une façon de le tailler. C'est-à-dire que quand on récolte un bourgeon, juste derrière, dans les 3 à 4 semaines qui suivent, on va avoir une pousse en double. Je récolte un bourgeon, un mois après j'en ai 2, je récolte ces 2-là, un mois après j'en ai 4, et c'est ce qui force ce côté buissonnant. D'accord. Notre objectif, c'est effectivement en 4 à 5 ans d'atteindre une forme qui va faire 1 mètre cube. On les plante en quinconce sur des rangs doubles, et ce qui permet d'avoir ces rangs qui vont faciliter la récolte. Okay. Ensuite, au bout de 5 ans, on va venir tailler le haut au printemps pour former justement ces tables de récolte
ce qui va permettre aux jeunes bourgeons vert clair de se détacher du feuillage plus foncé déjà développé. Ça va permettre aussi une mécanisation de la récolte. À partir de 5 ans, quand les tables sont bien formées, on va pouvoir mécaniser. Alors, on fera toujours nos récoltes de printemps, qui sont les plus précieuses avec nos petites mains. Mais les récoltes d'automne, qui sont très abondantes, pourront être mécanisées avec une supercut. Une supercut, on imagine un taille-haie avec une soufflerie et un sac en tissu. Et là, il me faut seulement 2 opérateurs pour faire nos rangs qui font 90 théiers. En 20 minutes, on va pouvoir faire le rang. Alors qu'actuellement, à la main, il me faut 5 personnes en 1 heure pour faire quelques dizaines, centaines de grammes de produits secs. Je reviens juste sur quelque chose que tu as dit juste avant. Tu as dit que tes récoltes de printemps étaient plus précieuses que celles d'automne. Oui. Effectivement, au printemps, on est dans la montée de sève. Les bourgeons naissants sont très précieux. On fait venir les thés de printemps de Darjeeling par avion pour les consommer le plus frais possible juste après la récolte. Mais tout ça peut prendre 2-3 mois, je sais pas bien, mais nous ici, dès nos premières récoltes, le thé est disponible 15 jours après, quoi. Ok. Donc le thé de printemps, il a plus de saveur, non? Que le thé d'automne. Il a une belle finesse, effectivement. Ok, ouais, c'est pas le même produit. On va faire plutôt nos thés blancs au printemps, en avril. En mai, on commence à faire le thé glace, qui est mon thé signature. Les thés verts. Les thés noirs, plutôt au mois de juillet. Parce que la chaleur, l'humidité permet d'aller au bout du processus d'oxydation. En juin, juillet, on fait aussi des semi-oxydés. L'époque où la récolte se passe va influencer le type de thé qu'il va y avoir derrière. Oui. Chaque événement, chaque stress va avoir un impact sur la qualité. Ce printemps, on a eu 6 semaines sans eau, ce qui est quand même pas commun ici en Finistère Nord. Ça a créé un stress hydrique, évidemment. Les théiers avaient un petit peu de mal à pomper les nutriments dans le sol, puisqu'il n'y avait pas de disponibilité, puisqu'il n'y avait pas d'humidité. Et on a remarqué une chlorose sur quelques sujets. Et on a fait une récolte sélective de ces bourgeons les plus clairs pour voir ce que ça donnait. Et il se trouve que ça a donné un thé absolument atypique avec des notes acidulées. Donc le stress, c'est bon pour le goût. C'est pas idéal pour la plante, évidemment, c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Mais ça illustre bien le fait qu'effectivement, chacune des conditions particulières va avoir un impact. Le théier prend vraiment le goût de son terroir, de son sol, tout autant, si ce n'est plus que la vigne, si je dois faire ce parallèle pour aider à la compréhension. Et au niveau de la transformation, donc tout à l'heure, tu me disais que la transformation du thé et du raisin était un peu similaire. Similaire dans l'esprit, c'est-à-dire que souvent j'explique que le thé, sa transformation est plus complexe qu'une plante aromatique simple. Une verveine, tu la récoltes, tu la fais sécher, bim, tu peux l'infuser. Là, pour le thé, c'est un autre sujet. C'est comme pour le vin, c'est-à-dire que on peut faire pousser du raisin, c'est pas pour ça qu'on sait faire un bon vin. Et souvent, les viticulteurs font appel à des vinificateurs, des maîtres de chai, qui vont composer les vins. Et c'est un petit peu ce que je suis à ce métier, transposé au thé. Il y a effectivement plusieurs étapes qui sont importantes. On récolte généralement plutôt le matin. À midi, on descend nos productions parce que déjà, c'est l'heure d'aller déjeuner après une bonne matinée de récolte. Et on va attendre une première étape de flétrissage. Le flétrissage, pour ceux qui jardinent un petit peu, vous taillez vos haies, on laisse tout au sol et quand on le ramasse pour aller au déchet vert, on voit que les feuilles sont toutes flétries, toutes flagada. Et justement, quand elles sont dans cet état, c'est là où je vais pouvoir commencer à les rouler pour développer l'oxydation. L'oxydation, ne pas confondre avec la fermentation. Ce phénomène d'oxydation,
On le comprend très bien, par exemple, avec une pomme, on la coupe en deux, on en mange une moitié le matin et on laisse l'autre de côté. Quand on la récupère le soir, on voit qu'elle est un petit peu noircie. Et ça, c'est un phénomène d'oxydation. Sur une feuille, qu'elle soit de thé ou d'autre chose, si on la plie en deux, on va voir très rapidement un trait noir arriver. Et c'est ce qu'on va chercher lorsque les feuilles sont flétries, de les rouler pour développer une oxydation uniforme sur toute la feuille. Et si je laisse cette oxydation aller jusqu'au bout, on va avoir un thé noir. Je l'arrête à mi-chemin, on va avoir un thé semi-oxydé, qu'on appelle également les thés oolong en Chine, et aussi les thés bleus. On arrête cette oxydation très rapidement, on va avoir un thé vert, et encore plus rapidement, à condition que ça soit sur un bourgeon, une à deux feuilles, on a un thé blanc. Okay. Donc oui, on fait tous les types de thé avec la même plante. Donc c'est roulé à la main ? C'est roulé à la main, okay. Effectivement. Aujourd'hui, les volumes nous le permettent. Demain, ce sera certainement différent. On cherche à avoir des techniques de roulage mécanique sans forcément importer des machines à rouler de Chine qui nous donneraient des formes de roulage comme là-bas, alors que c'est pas du tout ce que l'on cherche à développer ici. Car ici, on s'attache à faire un thé breton. C'est-à-dire que, même si évidemment j'ai beaucoup de respect pour ces pays producteurs historiques qui m'ont appris mon métier actuel, n'étant pas de ces traditions, je ne me sens aucune obligation de les suivre. Donc je me permets de mélanger différentes techniques, d'aller en chercher d'autres, d'expérimenter pour faire un thé breton. Pour moi, ça n'a pas de sens de chercher à faire un thé comme en Chine ou comme au Japon. Donc effectivement, on cherche plutôt à développer des techniques qui nous sont propres et faire des thés qui sont pas facilement classables selon les codes de classification internationale que sont les thés blancs, les thés verts, les semi-oxydés, les thés noirs, notamment pour le thé glace qui est classé dans ce que j'appelle mes OTNI, les objets théicoles non identifiés, puisque c'est un thé qui a fait sujet de beaucoup de discussions pour arriver à le classifier, puisqu'il était un petit peu à mi-chemin entre un thé vert et un thé bleu, donc très légèrement oxydé, à peine assez pour être classé comme semi-oxydé, mais un petit peu trop pour être en vert. Donc entre le bleu et le vert, et glace en langue bretonne étant la couleur de la mer, cette couleur indéfinie entre le vert et le bleu, ça nous convenait tout à fait pour qualifier ce thé. Et donc combien de types de thé tu fabriques, tu produis ? Donc thé blanc, thé vert, thé glace, semi-oxydé, noir, torréfié, laqué au miel, avec une nouveauté cette année, avec un flétrissage par le froid, qui est en cours d'expérimentation, par cryogénisation des feuilles. Il y a quelque chose qui m'a vachement intéressé, moi, dans le podcast que tu fais, mais on pourra en reparler tout à l'heure de ton podcast, mais c'est toute la partie sur la préparation de son thé à la maison, et puis l'infusion. Je pense qu'on a un peu tous cette image du sachet de thé qu'on met dans son mug avec de l'eau bouillante et basta. Ma question, c'est quoi ton conseil pour bien préparer son thé à la maison ? En fait, nos habitudes de consommation du thé ont malheureusement été conditionnées par le petit sachet jaune qu'on met dans un mug, ce qui fait que on n'a pas beaucoup de vues et de connaissances sur l'utilisation d'un bon thé. La différence entre ce sachet jaune et nos productions, c'est que dans ce sachet, c'est de la brisure de la poudre de thé, ce qui fait que lorsque l'on met ce sachet dans l'eau, il va s'infuser immédiatement. Oui. Il va tout libérer immédiatement, parce qu'il y a beaucoup de surfaces de contact entre la plante et l'eau. Nous, on va avoir des pleines feuilles. Quand on l'infuse, on va retrouver le bourgeon, la feuille entière que l'on a récoltée à la main. Il va lui falloir 2 à 3 passages pour commencer à être hydraté et à ouvrir pleinement son potentiel. On a de mauvaises pratiques parce qu'on a toujours tendance à en mettre trop de thé, d'infuser trop chaud et souvent trop longtemps. Et puis, on ne sait pas forcément que sur des thés de qualité, on peut les infuser plusieurs fois.
Lorsqu'on a la chance de rencontrer un maître de thé qui va vous faire justement une cérémonie du thé, tout cela est très codifié et ça peut être un petit peu impressionnant puisque c'est pas dans nos cultures. Et ça peut mettre aussi de la distance entre les gens et le thé et ça ne force pas forcément la compréhension. Moi, je ne fais pas de cérémonie du thé parce que je ne suis pas de ces traditions, mais je parle plutôt d'un rituel qui se base sur des techniques utiles pour révéler le goût du thé, puisque c'est ce sur quoi je travaille, le goût. Effectivement, c'est un thé qui, par exemple, pour le glace, va s'infuser jusqu'à 7 fois successivement. On n'a pas l'habitude de cela. Et 7 fois, quand je parle de 7 fois, c'est bien, on met de l'eau dans une petite théière. On utilise de petites tasses, de petites théières. C'est pas qu'on aime jouer à la dinette dans le monde du thé, mais comme on va le faire par 7 fois, on va finir par boire une grande quantité de thé. Donc si on faisait 7 mugs, on passerait nos journées aux toilettes, ce qui est pas forcément sympa. Donc c'est vraiment une dégustation au long cours qui va nous être offerte avec toute une palette aromatique au gré de ces 7 infusions. On peut s'imaginer, quand je parle de cette infusion, que 1, 2, 3, on va avoir toute l'intensité, puis 4, 5, 6, ça chute. Eh bien, non, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire que la première infusion va être un petit peu légère, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça permet de faire connaissance avec le thé, de rincer la bouche des expériences précédentes dans sa journée. À la deuxième, il commence à se révéler. À la troisième, les feuilles sont bien réhydratées. Il est ouvert, il commence à s'exprimer. Et puis 4, 5, 6, 7, on a vraiment des nuances à chacune des infusions. Et on va jouer avec les temps d'infusion, les températures, pour révéler des sensations différentes. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, depuis peu de temps, tu as aussi un podcast ? Oui, effectivement, on a enregistré 7 premiers épisodes qui sont déjà sortis, parce que c'était important pour moi de garder le lien. Moi, j'ai commencé sur les marchés et ça me permettait justement de donner toutes ces explications qui sont utiles à la compréhension du thé et à sa bonne utilisation. Aujourd'hui, je compense ça par les visites. Mais ça me semblait utile d'avoir ce média de podcast qui permet d'expliquer, de rentrer dans les détails, d'aider à la compréhension. C'est un format qui me convenait bien. Le podcast s'appelle Au temps du thé. Le temps du thé. Le temps du thé. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Alors pour finir, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais on leur a donné envie de se mettre au thé ou d'en savoir plus ? On peut nous retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux au nom de Émile au thé, sans mauvais jeu de mots, hein, ça s'écrit AUT. C'est mon nom, c'était comme ça avant. Et ce qui est drôle, c'est que Michel s'appelle Thévo, T-H-E-V-O-T. Ah oui, décidément, ça s'invente pas. Voilà, ça s'invente pas. Pour aller plus loin dans la compréhension, il faut venir visiter, quoi. C'est là où on voit vraiment les choses, où on peut les sentir, les toucher et surtout les goûter. On organise tout l'été des visites à la plantation. Hors saison, c'est plutôt les week-ends. Pendant l'été, c'est plutôt la semaine. Okay. On fait des visites aussi plus ponctuellement à Moëlan-sur-Mer. Et puis, on a ouvert un salon de thé où justement on pratique le rituel du thé breton à Lorient, au salon de thé Ticos, rue des Fontaines, en plein cœur de ville. Et puis, on est en train d'ouvrir la route du thé breton qui va passer par les différents sites de production qui ont chacune leur particularité, avec une approche et une pédagogie différentes. Tout cela sera en place d'ici à la saison 2024. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour l'échange, c'était super intéressant. Merci à vous pour votre écoute et merci à toi d'être venu jusqu'à la plantation pour enregistrer. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.